Ok, donc vous me voyez et vous voyez mon écran du coup, mon Ouais. petit PPT. Ouais, ok. Du coup, aujourd'hui, on va parler d'hypokaliémie. Moi, c'est vrai que la première chose qui m'est venue en tête quand j'ai commencé à bosser sur le sujet, je me suis dit que bon, c'était quand même pas le truc qu'on rencontrait le plus souvent en urgence, ou alors quand on le rencontre, c'est vrai que euh, on va peut-être pas forcément y prêter trop attention. Enfin, est-ce que des fois on se dit, bah, ça nous passe un petit peu par-dessus la tête et on se dit que bah, de toute façon on va la traiter avec en complémentant notre perf. Mais l'hypocalémie, on a quand même certains cas où elle est assez marquée et elle peut entraîner des signes cliniques importants, voire graves, voire ça peut être la raison qui va faire que les propriétaires vont nous présenter l'animal en urgence. Donc c'est quand même un sujet intéressant, même pour nous en urgence, même si en effet c'est vrai que euh, les hypokaliémies graves et qui entraînent des signes cliniques, c'est pas les plus fréquentes, mais on la rencontre quand même assez souvent en urgence et avec certains qui vont être vraiment le motif de consultation. On va, c'est un peu lent. On va commencer du coup par rappeler quelques notions de physiopathe rapidement. Ensuite, on va voir le diagnostic différentiel d'une hypocalémie, à quoi il faut qu'on pense quand on voit une hypocalémie et quelles sont les maladies à rechercher ou en tout cas à suspecter. À quel moment on va s'inquiéter en cas d'hypocalémie? Est-ce que c'est dès que notre analyseur va nous faire apparaître la valeur en rouge ou est-ce que c'est dans d'autres cas? Donc, dans quel cas elle va être significative et il faut qu'on la traite spécifiquement et qu'on s'inquiète davantage? Comment on va la prendre en charge? Et enfin, on va parler un peu d'hyperaldostéronisme. Je me suis dit que ça serait intéressant. Concernant du coup la physiopathe de l'hypocalémie, donc le potassium dans le corps, il faut savoir que c'est le cation intracellulaire majoritaire. Sa concentration en intracellulaire dans les cellules, il est de 140 mEq par litre. À l'inverse, dans l'espace extracellulaire, donc que ce soit dans le sang ou dans l'espace interstitiel, on va avoir une valeur de potassium, une concentration en potassium dans ces tissus-là qui va être beaucoup plus faible aux alentours de 4 mecs par litre. Le sodium, quant à lui, c'est le cation extracellulaire le plus important. Donc, le rapport sera à peu près identique en fait, entre la concentration de sodium en extracellulaire et la concentration en potassium en intracellulaire, on est aux alentours de 140 mecs par litre. Donc ça, c'est un élément vraiment important à garder en tête, c'est que le potassium est majoritairement présent dans les cellules et dans les cellules qui en contiennent le plus, ça va être les muscles. 95% du potassium total dans le corps va être contenu dans les cellules et ces cellules-là, il y a presque trois quarts qui va être contenu dans les muscles. Ce qui veut dire que le dosage du potassium en extracellulaire, donc quand on fait une kaliémie, ne sera pas forcément le reflet du potassium total dans le corps. La, il y a une pompe qui va maintenir ce différentiel de concentration de potassium et de sodium entre l'intracellulaire et l'extracellulaire. C'est la pompe NAK-ATPase qui sera hyper importante puisque c'est celle qui va permettre de mettre en place une électronégativité dans la cellule. Et on va le voir après, du coup, cette électronégativité, elle va être à l'origine de quelque chose de physiologiquement hyper important, qui est du coup la mise en place du potentiel de repos dans la cellule et qui va permettre du coup tout ce qui sera influx nerveux, contraction musculaire, etc. C'est ça qui va expliquer du coup qu'en cas d'hypocalémie ou d'hypercalémie, on va avoir des anomalies plutôt observées au niveau musculaire ou éventuellement nerveux, mais plutôt musculaire puisque la majorité du potassium est contenu dans les muscles. La pompe NAK-ATPase, elle échange 2 potassium contre 3 sodium, donc elle va maintenir ce gradient de concentration de potassium et de sodium en faisant rentrer activement 2 potassium et en faisant sortir activement 3 sodium en cassant de l'ATP. Le rôle du potassium, du coup, il y en a plusieurs. Donc déjà, c'est un soluté intracellulaire. Il est présent en plus grande, enfin c'est le cation intracellulaire le plus important, présent en plus grande quantité. Il participe donc au maintien du volume des cellules.
c'est aussi un cofacteur enzymatique qui va être important dans certains processus, notamment la synthèse de l'ADN, du glycogène, des protéines. Et comme on commençait à en parler, du coup, c'est le cation qui va permettre, enfin, l'indication qui va permettre la mise en place du potentiel de repos et donc la naissance du potentiel de membrane qui va lui-même permettre les influx nerveux, les contractions musculaires, mais aussi les transferts d'électrolytes dans les reins et l'intestin et la réabsorption de glucose et d'acides aminés. Donc essentiellement, ce gradient électrique et l'électronégativité intracellulaire, ça va permettre la naissance du potentiel d'action et du coup tout ce qu'on connaît lié à ce potentiel d'action. Euh, L'équilibre, du coup, il est assez fin et il est important pour pouvoir maintenir, du coup, cette concentration intracellulaire dans les intervalles pour pouvoir maintenir, du coup, cette électronégativité. On va s'intéresser tout maintenant à comment l'homéostasie du potassium est maintenue, enfin, quels sont les apports, quelles sont les pertes et qu'est-ce qui se passe dans le corps pour faire en sorte que le potassium puisse rester à des valeurs correctes. Donc déjà, la première étape, l'apport en potassium, la plupart du temps, ça va être par l'alimentation, pardon, qui sera absorbé du coup au niveau du tube digestif. Les pertes, elles sont majoritairement rénales et en toute petite partie par les voies digestives. Et c'est aussi ces organes-là qui vont pouvoir jouer sur l'élimination et en cas d'hypocalémie, par exemple, faire en sorte d'en récupérer un maximum pour essayer du coup de maintenir l'homéostasie. Ça, du coup, c'est la balance externe, donc les entrées-sorties. Il y a aussi une balance interne qui va permettre de faire varier, du coup, la kaliémie. Et ça va, désolée, c'est un petit peu lent. Il va y avoir différents éléments qui vont pouvoir jouer sur, du coup, cette balance potassique et faire entrer le potassium dans les cellules. Euh, je l'explique. Ok. Donc oui, du coup, ça va être tous les éléments qui vont jouer sur la distribution du potassium entre le milieu extracellulaire et le milieu intracellulaire. On va le voir après. Il y a certaines molécules qui peuvent activer la pompe NAK-ATPase ou par d'autres moyens faire rentrer le potassium dans les cellules. Donc ça, du coup, c'est la balance interne avec la distribution entre l'intra et l'extracellulaire. Le développement des dyskalémies en règle générale, ça va être lié donc soit à une modification des apports, à une modification de la part éliminée de potassium dans les reins ou par le tube digestif, ou une modification du coup de la distribution entre l'intra et l'extracellulaire. Au niveau de l'apport, comme on l'a dit, du coup, c'est majoritairement par l'alimentation que le potassium est apporté. Donc, on pourra avoir des dyscalémies qui se développent en cas de modification d'apport en potassium par ces voies-là. Alimentation, et j'ai aussi rajouté la perfusion, puisque du coup, on va apporter, enfin, c'est un apport qui n'est pas naturel physiologique, mais c'est un apport que nous, on va réaliser en clinique et qui peut éventuellement du coup conduire à un défaut d'apport ou à l'inverse un apport trop important. La part éliminée du coup par les reins, par les selles qui peut être modifiée et qui peut du coup soit être plus importante, soit moins importante, qui peut entraîner du coup une hypo ou une hypercalémie. Et enfin, du coup, la part entre l'intra et l'extracellulaire qui peut être modifiée par différentes molécules. Euh, Qu'est-ce qui fait varier la distribution du potassium entre le milieu intracellulaire et le milieu extracellulaire? Il va y avoir différentes choses, notamment l'insuline qui va provoquer une entrée de potassium dans les cellules. C'est pour ça que qu'en cas d'hypercalémie, on va mettre en place, notamment dans certains cas, des protocoles insuline-glucose. Et il y a d'autres choses, notamment des variations de pH. En cas d'acidose, on va avoir une sortie de potassium.
une sortie des cellules avec une hypercalémie. À l'inverse, en cas d'alcalose, ça va provoquer une entrée de potassium dans les cellules et donc plutôt un risque d'hypocalémie. Les catécholamines qui vont entraîner une entrée de potassium dans les cellules et l'augmentation d'osmolalité qui va faire sortir le potassium. Donc ça, c'est différents éléments qui peuvent jouer sur la distribution du potassium entre l'intra et l'extracellulaire. Et comme on l'a dit, du coup, nous, quand on mesure notre kaliémie, ça va être, on mesure la kaliémie sur sérum, sur plasma, donc la part extracellulaire intravasculaire. Et donc, ces phénomènes-là peuvent nous entraîner une hyper ou une hypocalémie. Le diagnostic différentiel de l'hypocalémie, du coup, donc maintenant on va s'intéresser plus en détail à l'hypocalémie. Donc une calémie basse, on va la mesurer déjà sur sérum ou plasma. Les valeurs sont pas égales puisque sur sérum, on va avoir du potassium qui est relargué des plaquettes et donc on peut avoir une calémie plus importante si on dose notre calémie sur sérum. En particulier pour des animaux qui présentent une thrombocytose, cette différence, elle peut être marquée et elle peut être significative. Donc bien garder en tête que les deux sont pas égaux. La valeur normale de kaliémie pour le chien et le chat se situe entre 3,5 et 5,5 mètres par litre ou millimol par litre. En dessous de 3,5 mètres par litre, on va parler d'hypocalémie. L'hypocalémie, donc comme on l'a dit, soit il peut y avoir un défaut d'apport, soit on peut avoir davantage de potassium qui est perdu, soit on va avoir une modification de la distribution dans le corps de l'animal. Les défauts d'apport, ça va être éventuellement l'alimentation, même si en pratique, c'est quand même assez peu probable si on a des reins qui fonctionnent bien, puisque les reins vont essayer de faire en sorte du coup de récupérer un maximum de potassium. Donc en pratique, sauf une alimentation vraiment aberrante, mais normalement, c'est pas l'alimentation qui va causer l'hypocalémie. Une perfusion non ou pas assez complémentée, par contre, peut conduire à une hypocalémie iatrogène et l'ingestion de litière, surtout chez les chats. J'ai pas creusé plus que ça. J'ai l'impression que c'est plutôt des case reports, donc c'est pas un truc hyper fréquent. C'est quelque chose qui est aussi rapporté chez l'homme. Alors c'est pas, enfin, pour qu'il y a pas beaucoup de gens qui mangent de la litière, mais qui mangent de l'argile chroniquement et qui du coup peuvent développer une hypocalémie. Voilà, je trouvais ça intéressant. Et du coup, déjà, il y a quand même des case reports de chats qui développent des hypocalémies sévères sur l'ingestion de litière minérale. Les translocations entre l'espace extracellulaire et l'espace intracellulaire qui va faire baisser notre calémie, ça va être dans le cas d'alcalémie, de syndrome de renutrition, d'administration d'insuline et ou de glucose, d'hypothermie, surdosage d'albutérol, salbutamol, terbutaline, catécholamine et chez les chats Burmese. Concernant l'administration d'insuline ou de glucose, ça va être par exemple nos DAC sur lesquels on va commencer l'insuline. Et ça, c'est vrai que c'est vraiment un point, pour moi, fondamental, l'une des hypocalémies importantes qu'on va avoir en pratique. Ça va être sur des DAC. L'insuline, quand on va la commencer, ça va du coup provoquer l'entrée de glucose dans les cellules. Et le glucose, il s'accompagne de potassium. Ce qui peut entraîner une hypocalémie marquée si jamais on complémente pas notre animal. Même si on complémente, on peut quand même avoir une hypocalémie. Donc, ces animaux, il faut vraiment que leur potassium soit normal avant de commencer l'insuline. Sinon, on a un gros risque de développer une hypocalémie qui peut être grave. Surdosage d'albutérol, salbutamol, tout ça, ça va être par exemple les intoxications à la ventoline, donc les chiens qui vont grignoter la ventoline ou en cas de traitement d'un patient asthmatique sur lequel on aurait surdosé la terbutaline, entre autres. Pour les chats Burmese, du coup c'est une maladie, enfin c'est un composant génétique, ça touche pas tous les chats. Mais bon, c'est à connaître qu'on ne rencontre pas non plus énormément de ces chats en clinique. Le syndrome de renutrition, j'en ai pas parlé plus en détail. On
on va le rencontrer particulièrement, c'est des cas qui, par exemple, ceux qui ont été enfermés pendant 3 semaines dans le garage ou qui étaient perdus et qui sont retrouvés par les propriétaires complètement amaigris, affamés, tout ça, et sur lesquels on va les réalimenter trop rapidement. Pour le coup, du coup, un risque de développement d'un syndrome de renutrition avec notamment une hypokaliémie, hypomagnésémie, hypophosphatémie. Donc, on va bien garder en tête que ces petits cas, il faut éviter de les réalimenter trop rapidement au risque d'un syndrome de renutrition. L'augmentation des pertes, donc pertes urinaires digestives ou bien de manière iatrogène, de la même manière, généralement, ça va être aussi par des pertes urinaires. Les pertes urinaires, donc on va rencontrer des animaux MRC, en particulier chez le chat, et l'une des grandes causes, je trouve, d'hypokaliémie qu'on voit en urgence, ça va être des chats MRC. Les polyuries, qui a priori chez les animaux, c'est quand même pas une cause très fréquente d'hypokaliémie. Les diurèses post-levée d'obstruction, donc c'est nos petits chats à boucher qui ont une diurèse importante après levée d'obstruction. L'acidose tubulaire rénale, les diabètes actocétosiques, l'hyperaldostéronisme et les maladies de Cushing. Perte digestive, du coup, ça va être perte par vomissement ou par diarrhée. Au niveau iatrogène, donc ça va être tout ce qui va faire pisser l'animal, notamment du coup le furosémide, donc à bien penser, c'est nos petits cardiaques qu'on met sous diurétique. Moi, c'est vrai que c'est à l'admission, et quand je commence les diurétiques, je vais faire une urécréate et un ionogramme dès que possible, enfin dès que leur état me permet d'avoir du sang. Parce que du coup le furo peut entraîner des hypocalémies assez marquées, et surtout chez le chat où on peut avoir besoin souvent de les complémenter en potassium. Dans un contexte d'urgence, nous, qu'est-ce qu'on va rencontrer le plus? Donc, il y a une étude qui est sortie en 2022, je crois, qui portait du coup sur 2500 cas reçus en urgence. Parmi ces cas, 18% des chiens et 27% des chats présentaient une hypocalémie. Hypocalémie, du coup, de différentes gravités, légères, modérées ou sévères. On voit que la majorité quand même de ces cas, c'est des animaux qui présentent une hypokaliémie légère, euh, qui généralement ne va pas être à l'origine de signes cliniques. Mais on a quand même une proportion non négligeable d'animaux qui présentent une hypokaliémie modérée à sévère, qui peut du coup entraîner plus souvent des signes cliniques. Sur cette, toujours sur cette même étude, les pathologies sous-jacentes les plus fréquentes, alors du coup, ce qui est intéressant dans cette étude, c'est qu'au final, ils n'ont pas, enfin, ce qui est intéressant et un peu perturbant, c'est que du coup, on a des pourcentages ça fait pas 100%, puisqu'il y a des animaux qui avaient plusieurs maladies sous-jacentes. Ils n'ont pas donné la maladie qui serait la maladie principale. En tout cas, les les anomalies qui pouvaient conduire à l'hypocalémie, ça va être chez le chien essentiellement des troubles gastro-intestinaux, des maladies cardiaques et des anomalies respiratoires. Et chez le chat, troubles gastro-intestinaux, troubles urinaires et maladies endocriniennes. Ils seront liés, donc ça c'est dans les cas des animaux qui présentent une hypocalémie modérée à sévère, les pathologies primaires principalement rencontrées. J'ai remis du coup le tableau entier avec la proportion des différents processus primaires chez ces animaux avec une hypocalémie modérée à sévère. Les facteurs de risque, enfin, en tout cas les processus physiopathes en tous, donc comme on parlait avant, entre notre diminution d'apport, l'augmentation des pertes, tout ça, ce qui était le plus suspecté. Donc on peut le voir là, ça va être des pertes au niveau digestif, donc que ce soit diarrhée, vomissement. Une part assez importante du coup, en particulier chez le chat, ça va être des pertes rénales, une hyperglycémie qui peut conduire du coup à l'hypocalémie et une diminution des apports qui a été suspectée aussi à participer à l'hypocalémie, dans un nombre important de cas.
Donc, assez souvent, moi, c'est vrai que ce que je retiens de ce papier, c'est qu'en gros, bah, quand on a un animal sur lequel on met en évidence en urgence une hypocalémie, on va pouvoir difficilement se dire l'hypocalémie, elle est liée que à ça. Très souvent, on va avoir une superposition, une accumulation, en fait, de processus physiopathes qui auront pu conduire à l'hypocalémie, sauf maladie vraiment spécifique. Mais c'est vrai que souvent, on va avoir une diminution des apports, des pertes digestives, on va avoir différentes choses qui ont pu concourir au développement de l'hypocalémie. On va pas pouvoir mettre la faute sur un seul de ces process. Souvent, ça va être une combinaison de ces différents processus de façon. En pratique, comment du coup on peut approcher une hypocalémie qu'on a mis en évidence chez un animal? Première étape, du coup, à se demander, ben, on va commencer par exclure les choses les plus faciles, les plus flagrantes, et notamment, ben, ça va être des animaux qui auront été sous fluido peu ou pas complémentés en potassium. On va se demander du coup si c'était le cas, ou des animaux qui ont été mis sous diurétique. Si c'est le cas, bah, du coup, on va envisager une hypocalémie iatrogène. Si c'est pas le cas, donc ça, on l'aura éliminé assez facilement. On va se poser la question, est-ce qu'il y a une administration nationale de glucose? Est-ce qu'il y a un processus type, donc est-ce qu'il y a quelque chose qui aurait pu entraîner une translocation de ce potassium du milieu extracellulaire au milieu intracellulaire? Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, l'insuline ou le glucose, une alcalémie, l'administration de catécholamine, une intoxication ou la race de chat spécifique. Ça, c'est pareil, généralement, on peut y répondre assez facilement. Et si c'est le cas, bah, du coup, on va plutôt suspecter un process type translocation. Euh, Ensuite, si du coup ça, on l'a éliminé, on va se demander si l'animal a présenté des troubles digestifs, vomissement, diarrhée, qui pourraient expliquer du coup une augmentation des pertes digestives. Si c'est pas le cas, est-ce que, et ça, on aura pu y répondre aussi assez rapidement, est-ce qu'on a levé une obstruction urétrale récemment, qui pourrait expliquer du coup une diurèse post-obstructive? Si c'est pas le cas, est-ce que cet animal est azothémique, isosténurique ou PUPD? Donc c'est pas c'est et ou. Parfois on peut avoir des MRC sans azothémie et avec seulement une isosténurie. Donc voilà, on se demande si on a l'un de ces signes-là. Qui peut du coup nous laisser suspecter une augmentation des pertes rénales. Donc chez le chat, MRC très très souvent. Et on a d'autres causes, et notamment, bah, comme on disait au départ, des polyuries, même si c'est plus rare. Si c'est pas le cas, est-ce qu'on met en évidence une acidose métabolique hyperchlorémique? Donc, du coup, on a besoin de faire une gazométrie veineuse dans ces cas-là. Si c'est le cas, on va suspecter une acidose tubulaire rénale, et si c'est pas le cas, on va plutôt se pencher sur un hyperaldostéronisme. Hypocalémie, du coup, dans quel cas s'inquiéter? Parce qu'à chaque fois que notre valeur est dans le rouge sur l'analyseur, ou est-ce que dès que enfin, si c'est à 3,4, est-ce qu'on va se dire, oulala, qu'est-ce qu'on fait de ça? Il y a différents niveaux de gravité, degré de gravité de l'hypocalémie, qui vont être variables d'un texte à l'autre. Moi, du coup, j'ai noté ces valeurs-là entre une hypocalémie légère, modérée ou sévère. Une hypocalémie légère, ça va être des valeurs au-dessus de 3, entre 2 et 2,9. Alors, c'est vrai que l'intervalle est assez large pour l'hypocalémie modérée. Et c'est vrai que je pense que ce que je ferais rentrer en compte, et ce qui me ferait me dire que, par exemple, si l'animal il a 2,4 de potassium, mais que j'ai des signes cliniques d'hypocalémie, bon, je considérerais ça plutôt sévère. Mais voilà, les intervalles varient d'un livre à l'autre. Entre 2 et 2,9 ou 2,5 et 2,9, on peut considérer ça comme une hypocalémie modérée, et en dessous de 2 ou de 2,5 comme une hypocalémie sévère. Le plus souvent, des hypocalémies légères à modérées, donc entre 2,5 et 2,5, 3,5. Le plus souvent, il n'y aura pas de symptômes qui seront liés. Et le plus souvent, du coup, on va avoir des symptômes quand cette hypocalémie va être en dessous d'un certain seuil. Et on considère en dessous de 2,5 à 3 millimoles par litre. Donc, les hypocalémies légères, généralement, on va pas forcément s'inquiéter plus que ça, aller chercher forcément plus loin dans les process physiopathes.
Très souvent, ça pourrait être expliqué par les différentes choses dont on a parlé avant. Et dans ces cas-là, on va plus facilement complémenter et pas forcément aller chercher plus loin, même s'il y a quand même des cas d'hyperaldostéronisme où l'hypocalémie n'est pas forcément marquée. Les signes cliniques possibles en cas d'hypocalémie, donc comme on l'a dit, le potassium, il va avoir un intérêt majeur qui est le maintien du potentiel de repos des cellules, et donc ce potentiel de repos, il est nécessaire pour que les influx nerveux, les contractions musculaires puissent avoir lieu. Donc très souvent, en cas d'hypocalémie, on va pouvoir plutôt avoir des signes de type polyneuropathie, enfin une atteinte plutôt musculaire cardiovasculaire, voilà, ça va plutôt toucher les muscles squelettiques et le muscle cardiaque. Et on va avoir d'autres signes au niveau musculaire. Donc, ça va être de manière globale une faiblesse musculaire qui peut se traduire par, chez le cas en particulier, une ventriflexion cervicale. Donc, ça, on retrouve uniquement chez le cas. On peut aussi avoir une démarche anormale, éventuellement une augmentation du polygone de sustentation, une plantigradie, une hypermétrie des membres pelviens, il semble. Voilà, donc plutôt des animaux hypotonique, avec une espèce de parésie. Ça peut aller jusqu'à une parésie flasque dans le cas d'une hypocalémie marquée. Plus du coup cette hypocalémie avance, plus on va avoir des risques de paralysie des muscles respiratoires. On peut aussi trouver une augmentation des CK et une rhabdomyolyse. Au niveau cardiaque, ce qu'on peut trouver, ça peut être une tachyarrhythmie, soit d'origine atriale ou ventriculaire, et différentes modifications au niveau de l'ECG. C'est quelque chose auquel on peut penser en cas d'arythmie ventriculaire réfractaire aux antiarythmiques, puisque du coup, en cas d'hypocalémie, nos tachycardies ventriculaires ou nos arythmies ventriculaires qu'on traite à la lido ou à d'autres antiarythmiques, ça va pas répondre. Donc, dans ce cas-là, bien penser à checker le potassium pour vérifier que ce soit pas une hypocalémie qui soit à l'origine de cette arythmie réfractaire. Les autres signes possibles en cas d'hypocalémie, ça va être une PUPD et une diminution des capacités de concentration des urines. Sans aller plus dans le détail, le potassium, il va permettre de mettre en place et de maintenir un gradient au niveau des néphrons. Et donc, il participe aux échanges et aux réabsorptions au niveau rénal. Donc, en cas d'hypocalémie, on va avoir une modification de ces gradients-là qui peut entraîner du coup une PUPD qui va mettre du temps à se résorber suite à la complémentation. Et l'hypocalémie peut entraîner une acidose métabolique. Si on reprend du coup l'étude des 2500 animaux présentés en urgence, ceux pour lesquels il y avait une hypocalémie modérée ou sévère qui avait été mise en évidence, euh, il y en a, tous ne présentaient pas de signes cliniques. Les signes cliniques majoritairement observés quand il y en avait, c'était essentiellement une faiblesse musculaire. 44% c'est le chat, 24% c'est le chien. Des anomalies à l'ECG qui étaient variables et puis il n'y a pas de ECG qui avait été fait chez tous les animaux. Donc c'est pareil chez le chat, il n'y en avait que 3 qui avaient eu un ECG et du coup il y en avait un sur les 3 qui avait je crois, des extrasystoles ventriculaires ponctuelles. Et chez le chien, c'était assez variable les anomalies à l'ECG. Bradycardie ou tachycardie, et ça c'est pareil. Je pense que c'est difficile de dire que c'est réellement à relier à l'hypocalémie parce que il y a plein de potentielles choses qui pouvaient venir se confondre avec ça et expliquer une tachycardie notamment. Comment on va prendre en charge une hypocalémie?
Alors, on a différentes possibilités pour pouvoir corriger une hypocalémie, soit par voie orale, soit par voie parentérale. La voie orale, ça va être le K4 qu'on peut utiliser aussi chez le chien. Donc, on va utiliser une dose de 0,5 mg par kilo, silo vide, et qu'on va titrer à effet, du coup, en suivant les valeurs du ionogramme et en adaptant aux besoins. C'est rare, en théorie, si on surdose un animal, enfin, si on lui donne plus, qu'on entraîne une hypercalémie par voie orale, puisque normalement, ça va être éliminé si le rein fonctionne correctement, si son tube digestif fonctionne correctement. Il n'est pas censé développer une hypercalémie. Mais il faut quand même suivre pour pouvoir l'augmenter si jamais on n'atteint pas des seuils convenables. Le traitement par voie orale, on va le mettre en place en cas d'hypocalémie légère et si le traitement péros est possible, donc si l'animal mange ou bien s'il a une sonde alimentaire en place. Euh, En pratique, ouais, si sur une hypocalémie. En fait, j'allais dire pour les chiens, par exemple, sur les chiens qui sont sous fureux et qui développent une hypocalémie, oui, je vais aussi, même si généralement ils mangent pas, je vais quand même essayer de leur passer par voie orale si elle est légère. Donc, comme d'habitude, en évitant de les stresser, en essayant de voir ce qu'on peut faire. Et pour éviter du coup de mettre en place une fluidothérapie, on va plutôt essayer de le faire passer en voie orale. La voie parentérale, donc par voie veineuse diluée dans les fluides, dans la fluidothérapie. C'est rarement une nécessité absolue enfin c'est rarement une nécessité de normaliser rapidement le potassium chez des animaux hypocalémiques. Ah, sauf cas extrême d'animal qui serait tellement hypocalémique que il aurait une paralysie de ses muscles respiratoires. Mais dans la plupart des cas, on va vraiment essayer de la normaliser progressivement. Surtout en cas d'état de choc ou si un animal est déshydraté, on va commencer par réanimer. Donc notre ABCDE habituel, s'il est dyspnéique, on va aussi commencer par gérer ça. On va pas se dire direct qu'il faut qu'on fasse remonter son potassium avant de gérer son état de choc ou sa dyspnée. Donc ABCDE habituel. S'il est déshydraté, on va on va le réhydrater avant de complémenter de manière importante en potassium. Le potassium, on évite de passer à plus de 0,5 mg par kilo par heure et à plus de 60 mg par litre en IV périphérique. Ça peut arriver des fois qu'on ait besoin de débits plus importants. En particulier, je pense aux DAC, mais c'est surtout ceux-là où ils peuvent développer des hypocalémies graves. Et voilà, ils ont besoin vraiment d'une complémentation élevée. Et dans ces cas-là, c'est indiqué de poser un cathé veineux central pour pas dépasser les 60 mètres par litre en IV périphérique. Le débit sera en fonction de la valeur de calamie et de la gravité des signes cliniques, avec des tableaux de complémentation en fonction du soluté qui est utilisé, donc Rinzer ou NaCl 09. Pardon. Ou NaCl 09, et en fonction du volume du coup du flacon qui est utilisé. Il y a des tableaux. En cas d'hypocalémie réfractaire à la complémentation, donc ça c'est dans le cas où on a une hypocalémie qu'on complémente et on ne comprend pas pourquoi notre suivi ça remonte toujours pas. Il faut penser à rechercher à corriger une hypomagnésémie et on peut avoir aussi du style hypocalcémie ou alcalose métabolique qui vont pas permettre une normalisation ou une augmentation de la calémie. Les risques liés à comme toutes ces pathologies, même si on le fait régulièrement, complémenter nos animaux en potassium dans leur perfusion de base, il y a des risques qui sont liés à cette procédure-là, notamment la surcomplémentation en potassium et l'hypercalémie, en particulier si l'animal n'arrive pas à éliminer correctement, donc sur des animaux oligo-anuriques. Une nécrose tissulaire en cas d'extravasation d'un fluide concentré en potassium. C'est pour ça que on va éviter déjà on va éviter que ça passe en péri-veineux et on va d'autant plus éviter qu'on augmente la concentration de notre fluide quand on le passe en IV périphérique.
Et on va essayer de pas dépasser 60 mecs par litre parce que là, pour le coup, même en absence d'extravasation, il y a quand même des risques de phlébite plus importants. Et le risque cardiaque, donc en particulier en cas de complémentation importante ou, ou si on passe par cathé veineux central. Donc, toujours regarder ça en tête. On le passera jamais du coup, enfin, en IV strict. C'est toujours dilué dans un fluide habituel. Bon, on a globalement parlé du coup du DDX et de la prise en charge de l'hypocase. Je veux juste qu'on parle un peu de l'hyperaldostéronisme, puisque c'est pas je pense, une cause fréquente, enfin, c'est pas quelque chose qu'on rencontre fréquemment en clinique. A priori, c'est quand même quelque chose qui est sous-diagnostiqué, probablement parce que c'est sous-recherché et parce que très souvent, c'est ça on va avoir une accumulation de différentes pathologies qui peuvent du coup concorder à l'apparition d'une hypokaliémie. Je pense qu'on la recherche pas forcément. Mais voilà, je voulais qu'on en parle un petit peu parce qu'on peut quand même la rencontrer et que c'est important de l'avoir en tête. L'hyperaldostéronisme qu'on va rencontrer essentiellement chez les chats. Chez les chiens, c'est plus rare. Il y a quand même enfin, il y a quand même des cas qui sont rapportés. J'ai pas en tête de prévalence. Mais chez le chien, ouais, c'est plus rare. J'ai vu un papier sur un cas lié à un lymphome. J'ai vu aussi un papier sur des cas liés à une pyroplasmose avec un hyperaldostéronisme, donc je pense plutôt secondaire. Mais j'ai trouvé ça intéressant du coup on peut avoir un hyperaldostéronisme secondaire dans le cas de pyro chez le chien et du coup on peut avoir une hypocalémie chez des chiens qui souffrent de pyro. Mais en tout cas, la majorité des cas, enfin, les chats sont beaucoup plus touchés que les chiens. Chez le chat, plus souvent, ça va être un hyperaldostéronisme primaire, donc une production trop importante d'aldostérone par soit une masse surrénalienne ou alors une hyperplasie des corticosurrénales. Les masses surrénaliennes peuvent être soit bénignes type adénome, soit malignes type adénocarcinome. Je pense qu'il doit aussi y avoir d'autres masses, en particulier dans les masses malignes, mais le plus souvent, a priori, c'est un adénocarcinome. Et plus souvent, on va avoir des masses malignes, même si a priori, l'hyperplasie, c'est peut-être quelque chose qui serait sous-recherché, sous-diagnostiqué. Donc, il y a peut-être davantage d'hyperplasie que ce qu'on pense. Ça touche plutôt des chats d'âge moyen à âgé. Et l'aldostérone, du coup, en quoi ça va être un problème? L'augmentation de la production d'aldostérone au niveau du rein, l'aldostérone, elle va provoquer une augmentation de la réabsorption du sodium et une excrétion du potassium. Donc, plus on va avoir d'aldostérone en circulation, plus on va avoir cet effet-là avec le sodium qui sera réabsorbé et le potassium qui sera perdu dans les urines. Le sodium qui est réabsorbé, du coup, l'eau a tendance à le suivre qui va provoquer une rétention d'eau, donc des vaisseaux qui sont davantage remplis, ce qui va conduire à du coup une hypertension systémique et une hypocalémie. Et c'est du coup ces deux choses-là qui vont conduire à la clinique des animaux et à leur présentation éventuellement en urgence. L'hypocalémie, elle va provoquer une faiblesse musculaire qui peut être assez souvent épisodique et qui peut se traduire en fonction de la gravité de l'hypocalémie par des difficultés à sauter, une augmentation du polygone de sustentation, une plantigradie ou une ventroflexion cervicale. La ventroflexion cervicale, c'est assez typique de l'hypocalémie. Dans les cas graves, ça peut aller jusqu'à une parésie flasque, une diminution des réflexes périphériques, une hypotonie musculaire et une dyspnée par paralysie des muscles respiratoires. L'hypertension peut entraîner une cécité aiguë et donc ça peut être la raison pour laquelle les gens vont nous présenter leur animal parce qu'ils présentent une cécité aiguë. Donc ils ne vont pas venir en nous disant ça, mais ils peuvent venir en nous disant qu'il y a eu un changement de comportement de manière aiguë, des pupilles qui sont dilatées, un chat qui vocalise beaucoup, un chat qui a l'air perdu, qui est bizarre. Enfin, souvent ils vont nous dire il est bizarre, il n'arrête pas de miauler, il a l'air complètement perdu. Et du coup, dans ces cas-là, faut rechercher des signes de cécité aiguë avec une mydriase réflexive. Et dans le cas d'hypertension systémique, la cécité va être liée soit à une hémorragie rétinienne ou à un ischéma ou à un décollement de rétine. Donc, c'est intéressant chez ces chats
de faire un fondé. Démarche diagnostique du coup chez ces chats-là, ben, déjà la première chose ça va être de faire un ionogramme. On va avoir une hypokaliémie qui sera de gravité variable. On n'aura pas forcément d'hyponatrémie, d'hypernatrémie, pardon. On n'aura pas forcément d'hypernatrémie puisque, bah, comme on l'a dit, l'eau elle a tendance à suivre le sodium, donc elle va le diluer et le sodium peut être normal. On va doser le magnésium et le phosphore parce qu'assez souvent ils peuvent être aussi modifiés et ça va être important dans notre prise en charge parce que si on a une hypomagnésémie, on peut avoir du mal à normaliser notre kaliémie. On peut avoir chez certains cas une azothémie liée et on va du coup aussi mesurer la pression artérielle que soit les animaux peuvent nous être présentés pour plutôt des signes musculaires, parésie, hypotonie ou pour le côté plutôt perte de vision ou pour les deux, un combo des deux et on peut avoir éventuellement les deux en même temps ou l'un ou l'autre. Le diagnostic définitif, ça va passer par l'échographie abdominale qui sera importante pour rechercher du coup une masse surrénalienne et la mesure de l'aldostéronémie. Je rentrerai pas plus dans le détail. Après, je crois que c'est possible de faire des tests de freinage en fonction des cas, si jamais les cas sont un peu pas clairs et que l'aldostérone, euh, euh, on n'a pas le résultat auquel on s'attendait, mais de manière simpliste. Du coup, on va rechercher une cause primaire à l'origine de notre hyperaldostéronisme et on va mettre en évidence du coup une hyperaldostéronémie. Comment on prend en charge? Ben, en urgence, on va essayer de faire remonter notre potassium et on va gérer l'hypertension. Donc, complémentation au potassium, comme on a discuté avant, en fonction du degré de gravité, en fonction de la clinique de l'animal, soit en péros, soit en parentérale. Et l'hypertension, on va utiliser l'amlodipine. La prise en charge définitive, en cas de masse surrénalienne, ça sera une adrénalectomie, donc par chirurgie ou par, je crois que généralement c'est plutôt par chirurgie. Si la chirurgie est contre-indiquée ou refusée, alors ça donc c'est dans le cas de masse, mais du coup en cas de d'hyperplasie surrénalienne, on va partir les deux surrénales. Ou si la chirurgie est contre-indiquée pour différentes raisons ou refusée par les propriétaires. A priori, on peut mettre en place la spironolactone par voie orale et qu'on va titrer en fonction de la calémie pour du coup bloquer les effets de l'aldostérone au niveau rénal et éviter de continuer de perdre ce potassium. Donc la spironolactone, on va la mettre en parallèle de notre complémentation en potassium par voie orale. Voilà, je pense que j'ai terminé sur l'hypokaliémie. Je ne sais pas si vous avez des questions. Ben, c'était plus clair. C'était très clair et très intéressant. Merci beaucoup, Elodie. Je sais pas Ouais, s'il y en a qui ont des questions. c'est pas... Hop là. Euh, Ça vous a pas passionné, l'hypokaliémie? Ben non, mais en vrai, enfin, c'était vraiment, vraiment limpide, hein. Un très beau partage Ouais, aussi. Agréable. top. Bon, ben, enfin, c'est pas, y a pas, je vais arrêter mon partage. Hop là. Ben, je sais pas, du coup, peut-être y a pas de questions. Mais ça n'a pas l'air, écoute, hein. Bon, bah, écoute, merci beaucoup pour cette présentation et puis bonne journée à tout le monde et bon courage à ceux qui bossent. Eh ben, merci à tous pour d'avoir été là. Et merci à toi. Bon Salut, bonne après-midi tout le journée. monde. Ciao. Salut.